Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Alors comment c'est possible qu'au moment même où la justice décide de geler le temps pour écouter les victimes, on a une institution qui met en place un système qui fait exactement l'inverse. C'est notre point de départ aujourd'hui, hein. Ouais, c'est un vrai télescopage en fait, à la fois temporel et philosophique. Complètement. Donc pour cette plongée dans le sujet, on va croiser des analyses juridiques sur des arrêts très récents, les documents fondateurs du nouveau dispositif de l'Église et des témoignages d'associations. Tout à fait. La mission de ce décryptage, c'est vraiment de comprendre cette collision frontale sur un sujet très lourd, l'indemnisation des victimes d'abus dans l'Église. Et c'est une collision majeure. D'un côté, on a la Cour d'appel de Paris avec l'arrêt Di Falco, et de l'autre, le lancement par l'Église catholique de son propre dispositif interne qui a été baptisé Renaître. Voilà, ce sont deux méthodes qui sont censées réparer une souffrance, mais qui révèlent des visions de la justice qui s'excluent presque mutuellement en fin de compte. C'est ça. Si on commence par la justice civile et cet arrêt Di Falco, il faut bien comprendre que ça change la donne. Alors justement, en parcourant nos notes juridiques, je t'avoue que je suis restée un peu bloquée sur un point. On dit que ça change tout, mais au fond, c'est pas juste un banal allongement du délai de prescription. Ce serait vraiment sous-estimer la décision. En réalité, le droit commun, il fait pas juste que repousser une date sur un calendrier, tu vois. D'accord, donc il fait quoi concrètement ? La Cour valide le fait que la prescription, elle commence à courir uniquement à partir du moment où le traumatisme de la victime est, et là je cite les termes du jugement, médicalement stabilisé. Ah oui, le mécanisme est révolutionnaire en fait. Totalement. On reconnaît juridiquement que le choc, il crée une forme de paralysie psychique. Une paralysie qui empêche littéralement la personne de porter plainte. Mais c'est brillant. En fait, c'est comme si le chronomètre hyper rigide de la justice se mettait soudainement en pause pour s'aligner sur l'horloge interne de la blessure. J'aime beaucoup cette métaphore. Historiquement, le droit fonctionnait sur une grille chronologique très froide. Là, le droit permet de sortir les victimes de ce qu'on appelle le piège de la prescription. Et au lieu d'avoir une date d'expiration stricte, la loi s'adapte enfin à la réalité médicale. C'est ça. Mais ce qui rend ce dossier si paradoxal, c'est la réponse institutionnelle qui se déploie en parallèle. Et c'est là que je ne comprends plus la logique du tout. Face à cette justice civile qui s'humanise, l'Église remplace son ancienne commission par ce dispositif Renaître. Oui, l'INIR a été dissoute. C'est ça, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Pourquoi supprimer un système qui était enfin devenu indépendant pour ramener tout le processus d'indemnisation au niveau local avec des cellules diocésaines? On demande aux victimes de chercher réparation auprès des instances liées aux évêques. L'explication officielle met en avant une volonté de proximité, tu vois, un accompagnement sur le terrain. Ouais. N'est-ce pas plutôt exiger des victimes qu'elles fassent confiance à l'environnement même qui a failli ? Si, totalement. Et c'est pour ça que, si on relie ça au contexte global, ça explique la perte de confiance actuelle. Les témoignages des victimes sont unanimes là-dessus. C'est perçu comme une violente reprise en main. Tu m'étonnes. L'INER, malgré tous ses défauts, elle avait acquis une vraie légitimité extérieure. En renvoyant les victimes vers les diocèses locaux, on leur demande d'aller frapper à la porte de la structure même qui a historiquement couvert les faits. Mais c'est insensé. Comment on peut exiger d'une personne brisée qu'elle aille chercher réparation auprès de l'employeur de son agresseur ? C'est exactement pour ça que les associations crient au scandale. Et c'est ici qu'intervient le mécanisme de la victimisation secondaire. Attends, la victimisation secondaire, c'est-à-dire ? C'est pas juste du jargon psychologue, si ? Pas du tout. L'ancien dispositif avait une légitimité, mais sa disparition créait un cadre jugé non sécurisant. Le processus même de demander réparation reproduit la symétrie de pouvoir initiale. Ah, je vois. La victime doit à nouveau se justifier, s'expliquer. Exactement. Et elle dépend du bon vouloir de l'institution. Au lieu de réparer, ce parcours administratif réactive le traumatisme et le sentiment d'impuissance. C'est un point crucial, parce que ça dépasse quand même largement le cadre religieux. Ça pose la question de la réparation dans n'importe quel système de pouvoir, que ce soit une entreprise ou l'État. C'est clair. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? D'un côté, on a une justice civile qui établit des preuves et des responsabilités de façon neutre. Et de l'autre, une église qui vise une réparation symbolique et en vase clos. Certains juristes soutiennent que les deux pourraient être complémentaires. Le tribunal pénal pour sanctionner et une commission interne pour transformer les choses. Sauf qu'avec Renaître, l'indemnisation financière n'a rien d'automatique. Elle dépend d'une demande explicite, c'est ça ? C'est ça.
La procédure exige une demande de la victime, qui est ensuite étudiée au cas par cas. Ça crée un conflit ouvert, en fait. Ce qui amène à une réflexion finale assez troublante. Si cette indemnisation financière n'est pas un droit automatique mais nécessite une démarche explicite, est-ce que ça ne transforme pas la réparation d'une faute systémique en une simple concession asymétrique ? Une concession où l'institution garde la main. Exactement. Une configuration où l'institution conserve le pouvoir ultime de valider ou de rejeter la souffrance qu'elle a elle-même engendrée. Ça laisse vraiment matière à réflexion sur le contrôle et la réparation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.